Alors, on entre bientôt dans une partie de l'année qui va voir de très grosses productions horrifiques débarquer sur nos écrans, et je pense bien sûr à l'une d'entre elles en particulier, dont nous parlerons largement, et ce, très rapidement. Mais en attendant, nous avons déjà quelques peloches à nous mettre sous la dent, rassurez-vous. Et vous n'êtes certainement pas passé à côté de la sortie du dernier film d'un célèbre réalisateur, adoré par les uns, détesté voire moqué par les autres, souvent pour de mauvaises raisons. Un cinéaste dont j'ai trop peu parlé sur la chaîne, malgré son goût prononcé pour les univers et thématiques horrifiques. Et si ce dernier film en date est bien plus un thriller qu'un authentique film d'horreur, nous avons droit à quelques éléments dont nous raffolons, nous, les ravagés de films de peur. Par exemple, les tueurs en série. Bref, vous l'avez tous saisi, aujourd'hui, nous allons parler de Trap, dernière œuvre en date de ce cher Shyamalan. Bonsoir, amis de l'horreur, et bienvenue dans cette nouvelle critique glauque. Donc, Trap est le dernier film de M. Night Shyamalan, que vous connaissez bien sûr toutes et tous pour certains de ses autres très célèbres réalisations, telles que Sixième Sens, Incassable, Signe, Le Village, Split, Glass, etc. Et si, au fil des années, certains spectateurs ont développé une sorte d'aversion pour ce cinéaste, se moquant de ses effets de style ou de son écriture, ce n'est pas mon cas. Par exemple, j'ai été plutôt convaincu par Old et Knock at the Cabin, alors qu'il divisait pas mal sur internet et autour de moi. Du coup, je trouvais ça un peu dommage de n'avoir pas évoqué ces œuvres-là sur la chaîne, et il fallait donc que je me rattrape. T'as compris? Rattrape, trappe. Dans Trap, nous allons suivre Cooper qui emmène sa fille Riley au giga concert de son idole, la chanteuse à la mode Lady Raven. Un événement qui attire de nombreux fans et spectateurs et pour lequel l'artiste a mis les petits plats dans les grands. Nombreux costumes et décors différents sur scène, des guests célébrissimes, une ambiance de folie. Cooper, lui, va se rendre rapidement compte que quelque chose cloche. Des dizaines et des dizaines de policiers sont présents sur place et semblent chercher quelqu'un. Celui que la presse a surnommé The Butcher, alias le boucher, un tueur en série connu pour démembrer ses pauvres victimes. Apparemment, il aurait commis une erreur, et les flics sont convaincus qu'il serait sur place, au milieu de la foule. Et ils comptent bien lui mettre la main dessus. Les issues sont toutes contrôlées. Les flics et le FBI marchent main dans la main, menés par une profileuse qui leur donne à tous des indications très claires. Et si ça intéresse autant, voire même emmerde notre cher Cooper, c'est parce que le boucher, c'est lui. Ouais, ne vous inquiétez pas, je ne vous ai rien spoilé, c'est vraiment le point de départ de l'intrigue, là. Et c'est directement révélé dans la bande-annonce, ce qui est quand même un petit peu dommage, même si, le spoil n'existe pas. Car oui, voilà le premier coup de génie de ce thriller un petit peu spécial. Nous ne suivons pas les flics qui cherchent à coincer un tueur dissimulé dans la foule, mais nous sommes bien du côté du tueur qui cherche une façon d'échapper aux flics qui l'ont piégé. Une originalité qui n'est pas moins efficace en termes de suspense, loin de là. Déjà, ça marche plutôt bien parce que ce bon vieux Cooper est plutôt sympathique, en dehors de sa façon atroce de massacrer ses victimes innocentes. Il s'occupe très bien et sincèrement de sa fille, qui vit en plus une période difficile. Harcelée par ses camarades à l'école, elle est mise de côté par ses anciennes copines et se sent seule. Cooper est peiné par cette situation, et c'est pour cette raison qu'il a emmené sa fille à ce concert, pour lui remonter le moral, lui faire un petit peu plaisir. Plusieurs scènes proposées par le film servent à instaurer cette sympathie que Cooper va alors inspirer aux spectateurs afin d'augmenter quelque peu les enjeux moraux du film. Mais à côté de ça, Trap nous rappelle tout de même régulièrement que ce n'est pas non plus le père de l'année, mais que c'est aussi une crapule finie qui n'hésite pas à s'en prendre à des innocents en les poussant dans les escaliers ou en les brûlant au 3e degré uniquement pour chercher une issue au traquenard des autorités. Notre cœur balance donc pour ce père de famille en apparence si sympa et sa petite fille bien innocente, elle. Et la police qui cherche à arrêter ce dangereux et impitoyable criminel. Encore une fois, en termes d'enjeu et d'implication pour le spectateur, c'est plutôt cool comme idée. Et ça ne s'arrête pas là. Nous sommes dans un film de Shyamalan, et sa grande force, comme souvent, c'est la qualité de sa mise en scène, propice à instaurer une tension hyper efficace et aux fulgurances proprement stupéfiantes. Je repense par exemple à la scène durant laquelle Cooper va infiltrer un groupe de flics en pleine réunion à son sujet, comme si de rien n'était. Une scène à couper le souffle, super prenante en termes de suspense, alors qu'elle est pour ainsi dire dénuée d'action et qu'elle est d'une simplicité à toute épreuve. Des scènes de ce genre, la première moitié du film, voire même ses 2 premiers tiers, en débordent, et ça permet de tenir le spectateur en haleine avec un concept qui tient littéralement sur un post-it.
suite. Ça pourrait devenir rapidement redondant, et pour être tout à fait honnête, c'est pas loin de le devenir à plusieurs reprises, mais Shyamalan trouve toujours une idée pour renouveler le concept et emmener ses personnages encore un petit peu plus loin. Le fait que nous suivions le concert de Lady Raven, d'ailleurs interprété par la propre fille du réalisateur, Saleka Shyamalan, qui chante vraiment chaque chanson proposée durant le film, permet également de varier les scènes proposées. En parallèle avec le thriller à suspense, nous suivons un authentique show qui, si la musique en elle-même me laisse totalement indifférent, question de goût, est vraiment impressionnant en termes de mise en scène et d'esthétique. C'est un véritable concert de superstars, tout simplement. Par exemple, la scène où Lady Raven demande aux spectateurs d'allumer leur smartphone est juste époustouflante visuellement parlant. En plus d'appuyer l'idée que Cooper est fondu dans une foule d'innombrables personnes, ou qu'il est littéralement au centre de cette foule sous le feu des projecteurs, alors que lui cherche plutôt à dissimuler sa présence. Tout le monde le voit. C'est une double idée hyper intéressante et contradictoire, qui caractérise bien le génie du film. Mais le long métrage ne se déroule pas uniquement le temps du concert. Sans entrer trop dans les détails pour ne pas gâcher la surprise aux membres de la team No Spoil, oui, on voit la fin du concert et l'intrigue change alors de lieu. Dans un premier temps, j'ai trouvé l'idée géniale, et nous avons droit à une sorte de rebondissement Shyamalanesque, le mot est compliqué, mais pas aussi tiré par les cheveux que ce que certains reprochent à une partie de ses films. Nous avons un rapport de force et une dynamique qui changent du tout au tout, c'est rafraîchissant, ça rebat les cartes et fait basculer les enjeux, le film en avait vraiment besoin à ce moment-là, donc encore une fois, une carte joliment jouée par notre cinéaste. Mais juste après, selon moi, ça bascule complètement. Je n'ai pas du tout, mais alors pas du tout aimé le dernier tiers du film. Et surtout ces 15 dernières minutes, je dirais comme ça à la louche. Et encore une fois, je vais essayer d'expliquer pourquoi sans trop en révéler. Pour faire simple, ça devient vraiment trop invraisemblable pour moi. Trapp enchaîne dans son acte final les rebondissements incongrus de plus en plus rapidement et finit même par sembler interminable alors qu'il est en réalité plutôt court. Cette sensation de longueur est rarement bon signe. Notre tueur est capable de s'extirper de n'importe quelle situation, c'est l'une de ses caractéristiques majeures, une idée qui porte tout le film, j'en suis conscient, mais ça finit par devenir totalement ridicule, et plusieurs scènes m'ont juste fait lever les yeux au ciel. Puis, la révélation finale, la véritable révélation finale, celle qui découle de la seule erreur que Cooper a commise dans sa vie de tueur en série, bah pareil, j'ai trouvé ça assez pauvre en termes de rythme, pas franchement inspiré au niveau de la tension ou de la mise en scène. Alors certes, on explore la psyché des personnages à ce moment-là du film, c'est pas très bien fait, c'est un peu ennuyeux et en comparaison avec l'hyper-efficacité du high concept de la première partie du film, j'ai trouvé toutes ces idées-là vraiment faiblardes. Et les scènes qui suivent, n'en parlons pas. Mais ça m'amène à évoquer un autre problème d'écriture que j'ai gardé pour moi jusqu'ici et que j'estime majeur. Il n'y a pas que dans son dernier tiers que le film devient invraisemblable, il l'est très souvent. Le scénario aide beaucoup Cooper à se sortir de toutes sortes de situations et lui permet d'échapper au piège de la police. Un piège pas forcément si bien tendu parce qu'il dépend d'êtres humains avec leur sensibilité et leurs biais. Je comprends cet aspect-là du film, duquel découle ce dont je vais parler, mais c'est trop gros, ça ne passe pas vraiment pour moi. Il y a trop de personnages stupides, ou en tout cas qui agissent stupidement, ce qui profite énormément à Cooper, qui évidemment joue de son charme et de son apparente gentillesse pour les tromper. On lui donne des détails secrets sur l'opération de police très facilement, il parvient à dérober à plusieurs reprises des objets très importants pour sa fuite, tels que des clés ou des badges, il arrive même à divers moments à se jouer des flics qui pourtant ont reçu son signalement très précisément et devraient l'arrêter juste au cas où 2, 3, 4 ou même 5 fois. Et si ce n'était que ça, mais le hasard fait lui aussi bien les choses. Cooper va mettre la main sur un talkie-walkie de la police et va de temps en temps l'écouter à des moments un petit peu random, sauf qu'à chaque fois, il va arriver au tout début d'une phrase hyper intéressante pour lui, avec des informations qui vont lui être très utiles. À chaque fois, c'est la profiler qui va donner des indications qui sont juste primordiales pour lui, des indications que les flics n'utiliseront quasiment jamais à bon escient, mais que lui va pouvoir utiliser pour s'en sortir. Pire encore, à un moment, un policier lui demande un badge dont il ne connaît absolument pas l'existence, qu'il ne possède évidemment pas à la base, mais il a la chance, alors qu'il a volé un tablier de travail, de trouver un portefeuille dans la poche de ce tablier, portefeuille qui contient le dit badge. Ce qui lui évite de se faire arrêter à coup sûr. Avant que le flic ne lui demande le badge, il ne savait pas que ce badge se trouvait dans ce tablier. Quelles étaient les chances ? C'est quand même bien pratique. Il arrive même à convaincre un mec important dans l'organisation du concert, dans l'entourage de Lady Raven, qui est d'ailleurs joué par Shyamalan lui-même. Donc c'est littéralement le réalisateur qui va permettre à son personnage de continuer à faire avancer le scénario, grâce à une ficelle grossière. Il y a quand même un aspect assez... je sais pas si c'est volontaire, mais c'est un peu rigolo. Bref, ce personnage va se laisser convaincre par une histoire totalement débile qu'il a dû entendre 50 000 fois de la part d'autres parents, d'amener Riley et son père en backstage.
Voilà. Alors qu'il y a une immense opération de police dans le concert, qui cherche un homme qui correspond à la description de Cooper, et ce personnage va en plus réussir à convaincre les flics de le laisser passer avec ses invités en backstage. Je veux dire, au bout d'un moment, c'est un peu facile. C'est trop gros pour moi, et il y a quelques reprises, je me suis un petit peu marré devant l'absurdité du scénario. Ça a mis ma suspension consentie d'incrédulité à rude épreuve. Alors oui, je sais que c'est le genre de film qu'il faut pouvoir suivre un petit peu dans ses délires, qu'il faut lui donner sa chance, il faut accepter que ce qu'il nous propose est réaliste dans son univers. Mais ici, ça va si loin que, à mon sens, ça nous permet de douter tout simplement de la qualité de l'écriture de l'œuvre. Et malheureusement, ça m'a sorti plusieurs fois de mon visionnage. D'autant que, encore une fois, ça empire tout au long du film pour devenir proprement catastrophique, avec un acte final grotesque et pas dans le bon sens du terme. On n'a pas besoin de 4 ou 5 rebondissements débiles, en hors-champ en plus souvent, auxquels on finit par ne plus croire du tout. Bref, ça désamorce vraiment toute l'efficacité de la première partie du film, à mon sens. Alors quoi? Bon film ou ratage? Bon comme souvent, la réalité se trouve un peu plus entre les deux, on est un peu plus nuancé quand même. Trap ressemble à une espèce de jeu vidéo ou de show monstrueux, avec donc un côté un petit peu méta dans lequel le personnage principal reçoit constamment des indices sur la façon de continuer à avancer. C'est un high concept qui joue à fond sur son idée de départ, ce qui provoque des situations très originales et aux enjeux parfois déconcertants pour le spectateur, aussi bien moralement qu'en termes de suspense. J'ai trouvé la première partie assez géniale, malgré ce que je considère être des ficelles grossières ou des soucis d'écriture, parce que la mise en scène de Shyamalan, loin d'être purement fonctionnelle, permettait de largement compenser ce qui m'agaçait scénaristiquement parlant. Aussi, et je ne l'ai pas vraiment évoqué jusqu'ici, les protagonistes sont tous très forts et bien écrits, eux, de Cooper à Riley en passant par Lady Raven, dont le personnage monte en puissance au fur et à mesure du métrage pour finalement presque voler la vedette à Cooper. En plus, Trap évoque des thématiques surprenantes et intéressantes qui jouent un rôle dans l'immersion du spectateur et son appréciation des personnages. Tout ce qui entoure la petite Riley est vraiment intéressant, et elle est en quelque sorte l'incarnation du côté normal et gentil de Cooper, l'incarnation de sa vie ordinaire par opposition à sa vie de tueur. D'ailleurs, sa fameuse double vie peut également être interprétée de plusieurs façons différentes, et c'est une thématique que le cinéaste aime exploiter dans ses œuvres. Non, vraiment, sans les 10 dernières minutes, voire les 15 ou les 20 dernières que je trouve proprement catastrophiques, Trap aurait juste été un excellent thriller policier, haletant malgré son peu de véritables scènes d'action et parfois carrément génial en termes de mise en scène. Je ne lui enlève pas ses réussites flagrantes, mais je ne peux pas dire que je ne suis pas resté un petit peu sur ma faim, voire que je ne suis pas, en définitive, déçu. Et c'est sur ces derniers mots que se conclut cette petite critique glauque. J'espère qu'elle vous aura plu. Dans tous les cas, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, et d'ici là, surtout n'oubliez pas, si vous avez peur, c'est que vous êtes toujours en vie.